et bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Droit devant a comme mission la défense des droits sociaux. Nous portons comme valeur la justice sociale, l'autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, l'équité et la solidarité. Ces valeurs sont à la base de nos actions et de ce que nous voulons promouvoir dans la communauté. Lorsqu'un gouvernement oblige les travailleuses et les travailleurs à prendre n'importe quel emploi ou presque et à faire parfois jusqu'à 100 km pour aller travailler sous peine de se voir couper ses prestations d'assurance-emploi, quand ce même gouvernement décide en plus d'abolir un système d'appel des décisions qui fonctionne très bien pour le remplacer par un tribunal spécialisé beaucoup moins accessible, droit devant érable se doit d'intervenir. Les mesures imposées par le gouvernement Harper choquent et font réagir dans plusieurs milieux. Droit devant érable s'est associé à certaines personnes afin de défendre les droits des travailleuses et des travailleurs. Je suis accompagnée aujourd'hui de messieurs André Fleury et Marc Bellemare de la FTQ, de monsieur Paul Lavergne de la CSN et de monsieur Robert Trudel de la Corporation de développement communautaire de l'érable. Alors, je vais laisser la parole à ces messieurs, en commençant par monsieur Robert Trudel de la Corporation. Alors, c'est ça. Moi, je représente la Corporation de développement communautaire de l'érable. Donc, nous, c'est une corporation qui touche autant Victoriaville que la région Plessisville, Princeville, parce que, bon, on a des membres, effectivement, qui sont des Bois-Francs. Donc, on a presque le tiers de nos membres. On a 30 membres, des groupes, tous des groupes communautaires qui travaillent dans la défense ou à l'aide à la population. Alors, moi, je suis juste ici pour vous dire que la CDC de l'érable appuie fortement la démarche de droit devant et puis que les problèmes qu'on a ici au niveau de chômage sont des problèmes qui touchent beaucoup de gens et que nous appuyons effectivement la démarche de droit devant pour contester finalement le développement ou la perte des droits à l'assurance chômage de la population locale. Monsieur Lavergne. On est ici aujourd'hui pour inviter toute la population à venir prochainement à une assemblée publique qui a pour but de démystifier l'ensemble de l'œuvre de destruction d'un excellent régime, le régime d'assurance-emploi. Pourquoi le gouvernement Harper veut démolir ce régime-là? C'est une excellente question. Nous, à la CSN, on pense que c'est purement idéologique. Ça n'a aucun lien avec améliorer ou sauver de l'argent. Cette caisse-là est déjà très bien garnie. Elle a déjà été, disons-le, empruntée, sinon volée une première fois. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est venez en grand nombre à cette assemblée-là. Vous allez pouvoir poser des questions, on va pouvoir y répondre. C'est important qu'on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui parce que ça va avoir des impacts à long terme. Je peux y aller. Oui, M. Fleury. Écoutez, je pense que je ne reprendrai pas dans les mêmes termes que Paul, mais c'est de la droite à son meilleur. La droite, je pense qu'on est en train... C'est quoi le mot meilleur? La droite à son pire. Merci. La droite à son pire. Je pense qu'on en discutait la semaine passée. Là, les mesures que le gouvernement fédéral amène. Il est rendu et ses mammouths. Il passe son mammouth avec je ne sais pas combien de lois après, dont le chômage. Ça se divise en deux volets. Il y a un volet où on catégorise les chômeurs. On les catégorise, on les diminue, on les insulte, on essaie de les anéantir. Et puis l'autre volet, c'est dans la structure. La structure, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle là, qui change le système. Là. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas ce qu'on souhaite dans notre société. Ce gouvernement de droite-là, d'une façon ou d'une autre, on le sait, aux dernières élections fédérales, il n'y a pas eu grand député, malgré le fait qu'on est dans un comté conservateur, je crois. On est dans Mégantic-l'Érable ici. Malheureusement, on est dans le comté de M. Paradis. C'est qui, ça? C'est un ministre qui, souvent, se met bien d'un plat, mais bon, ça a l'air que la population est débile. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il va falloir, comme société, se regarder et puis voir ce qu'on veut. Si on se laisse faire, je pense qu'il ne faut vraiment pas. Il faut réagir. Ce n'est pas en écrasant les gens. Vous savez, hier, j'étais à Gentilly, un peu au nord d'ici, pour la centrale, la marche. Moi, je me souviens, en 1991, d'avoir perdu mon emploi. J'étais dans les pâtes et papiers, j'étais à Royer-Gamac. Je repensais à ça hier parce qu'on marchait avec les gens. Quand tu perds ton emploi, là, tout ce qui s'envole, là, tout ce qui tombe, là, parce que des fois, tu peux être à un niveau de vie excellent, puis
tu n'es pas si loin de la pauvreté que ça. Et quand ça s'effondre, tu perds ton emploi, tu es à 50 de ton salaire ou 55 de ton salaire, tous les régimes bonifiés vont être anéantis. Et puis là, du jour au lendemain, tu es confronté à toi-même, il faut que tu trouves une nouvelle job. Là, à un moment donné, le temps avance. Là, on va t'obliger à prendre des conditions moins bonnes. Là, tu commences à focusser à voir le noir. La personne elle commence à regarder quand ça va peut-être vers l'aide sociale. Je pense pas que ce soit en l'écrasant qu'on va aider les chômeurs à avancer. C'est des drames humains, des drames sociaux, familiaux, individuels. Je pense que la réflexion du gouvernement fédéral m'inquiète énormément suite à la loi qu'ils ont passée. Comme société, je pense qu'il faut réagir. Absolument. J'aimerais rajouter un petit mot avant de laisser la parole à M. Bellemare. Ce que le gouvernement Harper est en train de faire en ce moment avec la loi de l'assurance-emploi, les changements qu'il apporte, c'est qu'il est en train de faire pareil comme à l'aide sociale. On va se ramasser avec des bons chômeurs puis des mauvais chômeurs. Les mauvais chômeurs, ça va être tous ceux qui travaillent à temps partiel ou qui ont des travails saisonniers. Puis les bons chômeurs, ça va être ceux qui sont très, très occasionnels à l'assurance-emploi. Alors ça va provoquer évidemment de la pauvreté chez les gens, comme M. Fleury le disait. Parce que quand on tombe à l'assurance chômage et qu'on y revient souvent parce qu'on est travailleur saisonnier ou parce qu'on est malchanceux, ça nous amène vraiment beaucoup de problèmes. Donc, c'est sûr qu'il faut combattre ça. Monsieur Bellemare. Ouf! Merci à mes collègues de la CSN et de la FTQ. Tu veux continuer, Paul? Vas-y. Ben, en fait, tu pourras y revenir. Non, je voulais juste... C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Autant André que toi, Marie-Josée, vous avez dit deux choses. Que ça frappait les travailleurs saisonniers. Mais on va se le dire, là. Les travailleurs ne sont pas saisonniers. C'est le travail qui est saisonnier. Effectivement. OK? C'est la nature même du travail d'être saisonnier en pêcherie, en agriculture, même en éducation. Oui. Tu vas faire quoi, ton prof, un coup qui a fini de donner sa session ou son année scolaire, s'en va sur le chômage parce qu'il n'est pas un permanent temps complet. Là, après ça, tu l'envoies flipper des burgers chez McDo. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je m'excuse, c'était ma montée. C'est parfait, c'est parfait. Vous êtes dans vos territoires ici, toi et André. C'est moi l'étrange. C'est normal que vous preniez bien plus que ça encore. Et tu as raison de dire ça. La ministre Finlay a dit il n'y a pas longtemps, la ministre Finlay, c'est la ministre des Ressources humaines Canada, elle a déclaré c'est pas logique qu'on fasse venir des travailleurs étrangers pour faire les hamburgers chez McDonald's. À pas tard, sur ça, à pas tard. Les Canadiens sur l'assurance-emploi ont les compétences pour faire ce travail-là. C'est ce que la ministre Finlay a dit. Mais je vais procéder un peu de façon différente de mes collègues, parce que malheureusement, je baigne dans ce dossier-là, moi, 7 jours sur 7. Et s'il y a un dossier actuellement, depuis les 10 dernières années, où les centrales syndicales, qu'elles soient CSQ, CSD, CSN ou FTQ, ne se compétitionnent pas et ne se donnent pas des claques sur le nez, parce qu'il faut être honnête, ça arrive aussi entre nous autres qu'on se donne des claques sur le nez, on ne se cachera pas, OK? Pas ce dossier-là. Pas ce dossier-là. Les 4 centrales syndicales parlent d'une seule et même voix. Est-ce qu'il y en a ici qui ont à faire une demande de chômage dernièrement, disons depuis 3 ans? Toi? OK. Ben là, je suis sur un programme qui ça va. OK. As-tu eu des problèmes avec ton chômage? Bon, là, je pensais à ça. C'est long. Ouais, c'est long. 2-3 mois avant d'avoir un chèque. Bon, OK. Je vous remercie. Vous allez comprendre, monsieur, je vais venir avec mes skis. Je vais vous expliquer un peu le système actuel et après ça, on va tomber dans le C38 avec ce que le mouvement autonome et solidaire des sans-emploi tente de créer une mobilisation à travers le Québec. Au départ, les employés des centres d'emploi qui s'appelaient avant Ressources humaines Canada ou Emploi Immigration, ce sont des travailleurs syndiqués avec un syndicat FTQ en plus. OK? Ça va assez mal dans la boîte que les propres employés de Service Canada, savez-vous comment ils ont baptisé Service Canada? De 2 noms. Soit Service Canada ou Service qu'on n'a pas. Ça, c'est
les propres employés qui ont baptisé ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus capables de donner de service. Depuis 3 ans, on parle continuellement de 50, 70 et 80 000 dossiers en pending, en non-traitement. Puis pourtant, le gouvernement fédéral, le gouvernement Harper, se tape les bretelles de dire on traite tout ça en 28 jours. C'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Quand un travailleur qui a des problèmes avec l'assurance-emploi se présente à un centre d'emploi de Service Canada pour avoir des renseignements, il n'y en a plus. On lui donne un numéro de téléphone et on lui dit « Appelle au centre d'appel ». Il y a 2 centres d'appel dans tout le Québec, un sur la Rive-Sud, Montréal, et un à Shawinigan, dans ton territoire à toi. Aussi. Délai d'attente, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. Puis habituellement, après 1 heure, la ligne se coupe automatiquement, elle recommence. Fait que les gens, de moins en moins capables d'avoir de l'information, les gens ne connaissent pas la loi. Je baigne dans cette loi-là, comme je l'ai dit, à journée longue, et j'en découvre, et j'en apprends, et j'en oublie, puis j'en recherche. Elle est plus complexe que pratiquement toutes les lois fiscales. Ça, ce sont des avocats qui disent ça, puis Dieu sait que ces gens-là, de façon générale, ne sont pas mes meilleurs amis, ne sont pas nos meilleurs amis. OK? Fait que donc, le travailleur, lui, c'est quoi? Il est démuni. Fait que quand il y a une décision qu'il ne comprend pas, parce qu'il y a quand même un jargon, il y a un vocabulaire technique qu'il ne comprend pas capable d'avoir des renseignements, prends ça, fous ça aux poubelles. Vous savez qu'actuellement, le gouvernement fédéral ne met pas une scène dans le programme d'assurance-emploi. Le programme d'assurance-emploi, il est payé en totalité par les travailleurs et les employeurs exclusivement. Le gouvernement fédéral ne met plus une scène dans la caisse depuis 1990. La caisse avait atteint en 2010 un surplus faramineux de 57,4 milliards que le gouvernement, en 2010, a décidé de rayer, sous prétexte qu'il ne l'avait jamais capitalisé. L'argent a été utilisé à d'autres fins, puis de 2005 à 2010, quand le gouvernement fédéral a fait des surplus budgétaires annuels, c'était justement à cause des surplus de la Caisse d'assurance-emploi. Arrive 2010, efface. Soit en passant, la CSN et l'FTQ nous ont monté en cours. Ça a duré seulement 8 ans. Ça a coûté seulement 243 000 $ pour m'amener ça jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a dit que le gouvernement fédéral a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent. Mais la Cour suprême a dit qu'il devait continuer de la comptabiliser et qu'il avait une dette envers les travailleurs et les employeurs. Arrive 2010, passe la loi d'exécution du budget, l'efface et on recommence à zéro. 2010, 2011, fin 2009, 2010, 2011, crise économique. Le gouvernement fédéral a dû avancer un peu plus que 11 milliards. Il a dû l'avancer. Mais c'est quoi le problème? Il venait de prendre 57,4 milliards. Augmente le taux de cotisation, diminue les services. Augmente le taux de cotisation en 2011. Augmente le taux de cotisation en 2012. Et on nous annonce qu'on augmente encore le taux de cotisation en 2013. Pourquoi? Il avait prévu 11 milliards de déficit en 2011. Il dit que le déficit va être de 8,8 milliards en 2012. Et en 2013, le gouvernement nous annonce un surplus de 1 milliard 300 millions qu'il nous annonce. Mais le gouvernement fédéral dit, je ne peux pas toucher au régime. Je prends cet argent-là pour me payer l'argent que j'ai avancé en 2010 et en 2011. Ça, c'est après avoir pris 57 milliards.
Depuis les 7-8 dernières années, les centrales syndicales, on nous convoque toutes les années. Puis le Québec, on parle d'une seule et même vocabulaire sur ça. Ils veulent discuter du taux de cotisation avec nous autres. Puis nous autres, on dit, oubliez le taux, là. On est prêt à payer le taux que ça coûte, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il va payer. Nous, on veut discuter du programme, puis après ça, on établira le taux en fonction du programme. On nous refuse de discuter du programme. On nous refuse. Pourtant, actuellement, au Québec, tu as 47% des chômeurs qui ne se qualifient pas à l'assurance-emploi. C'est 44% pour le Canada, mais 47% au Québec. C'est beau jusque-là. Ça, c'est le système actuel. Tu avais une décision que tu ne comprenais pas. Tu pouvais appeler au bureau de chômage, tu pouvais rencontrer un agent de chômage, les représentants syndicaux pouvaient le faire, les mouvements d'action chômage pouvaient le faire. On avait des questionnements, patati, patata. On était capable. Si on avait des faits nouveaux, on était capable de régler beaucoup de dossiers. Mais maintenant, pas tout. Même les représentants syndicaux, même avec des procurations, on ne peut plus avoir accès. On ne peut plus. La voie, la vérité, la vie, ce n'est qu'une seule place. Un travailleur qui n'était pas content dans le système précédent pouvait déposer un appel devant un conseil arbitral. Il y a, jusqu'en avril 2013, il y a 24 conseils arbitraux dans tout le Québec. Les conseillers arbitraux, c'était des gens du milieu. Il y avait un représentant des travailleurs, un représentant des employeurs et un président nommé par le gouvernement. Ça, les présidents changeaient habituellement à chaque élection. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon raisonnement. Il y a eu pendant plusieurs années, les présidents, c'était tous libéraux. Là, depuis 6-7 ans, ils sont tous conservateurs. Je ne vais pas dire qu'ils sont de mauvais présidents. C'est pas ça que j'ai dit, là. OK? Mais c'était quand même un tribunal proche du travailleur. Proche. Puis, le marché du travail, l'emploi était représenté là. Parce que le représentant syndical connaît le marché du travail, le représentant patronal connaît le marché du travail, il y avait moyen de discuter. Parce que quand un travailleur est entendu devant un conseil arbitral, le conseil arbitral est maître des faits. Fait que quand la loi et la réglementation est borderline, bien, suivant les preuves ou les déclarations qui sont devant nous autres, on était capable de changer des décisions. C'est beau. Le travailleur pas satisfait, il y avait 60 jours pour envoyer ça devant un juge arbitre. Ça prenait 7-8 mois, mais le juge arbitre se déplaçait dans ta région, pas nécessairement dans ta localité, mais dans ta région, pour entendre la cause. Et là, si tu trouvais qu'il y avait encore matière, tu peux aller devant la Cour d'appel fédérale, mais là, ça commençait à coûter cher parce que c'est une game de robe, une game d'avocats. Et ça, il ne se déplace pas partout. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui passe à travers de tout le processus des tribunaux administratifs pouvait en avoir peut-être pour 3 ans. Avec ce qui s'en vient, on va parler de 5 ans, au moins. Comme je vous disais, il y avait un moyen de régler beaucoup de cas de dossier. Comme il y avait des limites pour déposer nos appels, mais bien souvent, même quand un gars comme André ou Paul ou Marie ici discutaient avec le bureau de chômage, on pouvait quand même déposer l'appel pour ne pas perdre les délais. Puis si tout se réglait entre-temps, tu retirais l'appel. Maintenant, c'est plus ça, là. À partir du moment où tu as déposé un appel, tu ne peux plus discuter du dossier. Tu n'auras plus droit à rien, autre que la copie du dossier. Point. Tu ne peux plus discuter. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Même pas avec le centre d'appel. Quand tu réussis à avoir la ligne, bien entendu. OK? Actuellement, devant les conseils arbitraux, ne tombez pas en bas de votre chaise, il y a au moins 8 travailleurs sur 10 qui n'est même pas représenté. Il ne connaît pas la loi. Il se présente là de bonne foi. Mais comme c'est un tribunal qui est facile d'accès, où les gens peuvent être à l'aise, il y a
les conseillers arbitraux donnaient quand même une formation. Regarde pourquoi ils t'ont fusé, là, on ne peut pas changer la loi, mais on va te l'expliquer. Puis on va tenter de t'aider du mieux qu'on peut t'aider. Là, le gouvernement fédéral a annoncé plus de conseillers arbitraux à compter d'avril 2013, du 1er avril 2013, mais les conseillers arbitraux vont continuer à siéger jusqu'en novembre 2013 pour finir les dossiers qui en suspendent. Malgré 24 conseillers arbitraux au Québec, la norme dit qu'on doit attendre un appel ou une plainte dans les 30 jours calendrier qu'elle a été déposée. Avec 24 conseillers arbitraux à travers le Québec, on réussit maximum à atteindre 50% de cette cible-là. 50%. Ça veut dire que quand tu as une plainte de déposer, le travailleur peut attendre des fois 45, 60 jours. Ça, c'est au premier niveau. Là, ce que le fédéral propose, propose pas, il l'a voté. Hein? Impose. C'est où Paul a raison. Impose. Enlève les conseillers arbitraux, enlève les juges arbitres, et remplace ça par un tribunal de la sécurité sociale. Il va y avoir 39 personnes dans tout le Canada pour entendre les plaintes au premier niveau et les plaintes au deuxième niveau. Il y avait 24 conseils arbitraux au Québec, comme je vous disais, puis il y avait une vingtaine de juges arbitres pour le deuxième niveau, juste pour le Québec. Puis là, je vous ai parlé qu'on avait des délais. Fait qu'avec 39 personnes pour tout le Canada, pour le premier puis le deuxième niveau, ça va être quoi les délais, vous pensez? Et là, on nous dit qu'au Québec, le tribunal il va avoir 2 endroits. Québec-Montréal. Le gars ou la fille qui n'a plus de job, de l'argent, on sait que ça y sort par les oreilles. Fait qu'il va sauter dans sa voiture, puis on va tenter de se faire entendre à Québec et à Montréal. Puis après ça, une amélioration du service. Je me pose bien des questions. OK? Et donc, les gens vont laisser tomber. D'ailleurs, le sous-ministre, Ian Shugart, pour ne pas le nommer, puis je vais vous l'appeler pour que vous fassiez de faute, S-H-U-G-A-R-T, Ian, I-A-N, a écrit à tous les employés, l'optique du gouvernement fédéral est de faire diminuer les appels en personne, les audiences en personne. Fait que donc, la personne de Plessisville ou de la MRC de l'Érable va avoir le choix de faire ça par téléphone. Ou par vidéoconférence, si tu as une vidéoconférence. Mais si elle est représentée, puis le représentant n'est pas en même place, va avoir des frais, qui va les payer? On ne sait pas ça. Il n'y a rien d'établi encore. Puis, comme beaucoup de dossiers, c'est basé sur la crédibilité, je siège chez un conseiller arbitral. L'attitude de la personne qui est devant moi, son regard, son fonctionnement, c'est majeur pour moi pour être capable d'établir une certaine crédibilité. Au téléphone, vous essayerez. Si vous êtes capable, vous êtes pas mal mieux que moi. Ou par vidéoconférence? Pas sûr non plus. Puis là, pire que ça, tu n'es pas satisfait de ta décision. Tu essaies d'avoir des explications, tu n'en as pas. Là, ils vont dire, dépose un appel au tribunal de la sécurité sociale. Tu vas envoyer ton dossier, tu dois se faire par écrit ou par courriel. Puis de téléphone, là, à ce niveau-là. Là. Parle pas à personne. Mais le tribunal va avoir le droit de dire, tu n'as pas de cause, je t'entends pas. Whoop! Tu n'as pas de cause, je t'entends pas. Fait que là, tu vas devoir aller à la division d'appel. Avant, tu avais 60 jours pour préparer ton dossier pour la division d'appel. Là, ils vont dire, tu en as 30. Pas 31, là. 30. Puis la division d'appel, Québec-Montréal. Et, dans ce cas-là, ils vont t'entendre. Mais, advienne que tu n'es pas satisfait, tu déposes une plainte à la division de base, à la division générale du tribunal de la sécurité sociale, puis décide de t'entendre.
un appel téléphonique, puis ils maintiennent la décision. Puis là, tu avais un représentant, tu n'en avais pas, puis vous jugez que, je regrette, tu n'as pas tenu compte de tous les faits qu'il nous a donnés, patati, patata. Tu vas avoir le droit d'aller à la division d'appel, mais tu devras demander la permission d'en appeler. Ce ne sera pas un automatisme. On te dit non à la division générale, on t'a entendu, on te dit non. Et là, le pauvre travailleur devra préparer un mémoire, préparer des documents. Parce que pour avoir la permission d'en appeler, il va falloir que tu puisses démontrer qu'il y a eu une erreur de droit, une erreur de fait, ou que le juge, parce que là, les nouveaux tribunaux, c'est une seule personne, OK, a mal interprété les faits. Combien de travailleurs et travailleuses pensez-vous, vous, qui vont avoir les capacités de préparer, puis là, on ne parle pas sur le fond, là. C'est juste pour avoir le droit d'en appeler. Même les groupes en défense des droits sociaux, on n'aura pas le temps de faire ça. Même les syndicats, on n'aura pas le temps, monsieur. On n'aura pas le temps, il y en a trop. Tandis que le juge arbitre avant était un appel automatique. On alléguait qu'il y avait une erreur de droit et de fait, et on était entendu devant un juge arbitre qui se déplaçait dans notre région. Là, maintenant, tu vas devoir discuter de la permission d'en appeler. Puis si jamais il te refuse la permission d'en appeler, tu vas devoir envoyer ça à la Cour d'appel fédérale. Comme je vous ai dit, la Cour d'appel fédérale, c'est obligatoirement un avocat. Tu as bien l'argent, vierge. T'en as. Ça te sort par les oreilles, t'es chômeur, sacrément. Excusez les gros mots. 2 semaines d'attente. T'effaceras ça, s'il te plaît. Bon, OK? Fait qu'imaginez-vous, tu te ramasses devant la Cour d'appel fédérale, tu discutes pas, même pas encore du fond du dossier. Tu es en Cour d'appel fédérale juste pour avoir le droit d'en appeler. Si on dit que tu as raison, là, ça retourne au premier palier. Et tu recommences. 2 ans, 3 ans, 4 ans, travailleurs et la travailleuse vont dire quoi? Ils vont dire, je vais dire un autre gros mot, là, fuck off. Et voilà ce que le fédéral propose en ce qui a trait au tribunal administratif. Marie-Josée, est-ce que tu as distribué ces feuilles-là? Oui, tout le monde a ça dans leur dossier de presse. Vous l'avez en schéma. Comment que ça va? Ce que je vous ai résumé, c'était des documents qui ont été préparés par ma collègue de la CSN, José Lamoureux et moi. Parce que je vous ai dit, les syndicats, on ne se donne pas des claques sur le nez dans ce dossier-là. Pas dans celle-là. On en a bien d'autres, là, mais pas dans celle-là. OK? J'aimerais que vous preniez maintenant cette page-là. Puis écoutez, mes collègues Paul et André, là, intervenez quand vous voudrez sur cette feuille-là, s'il vous plaît. Là. OK? Au dernier budget de la loi Mammouth, comme mon collègue à ma droite, pas mon collègue de droite, mais à ma droite, a dit la fameuse loi Mammouth qu'ils ont adoptée. Ils ont aboli un article de la loi qui s'appelle l'article 27. L'article 27 donnait une marge de manœuvre pour ce qui est d'un emploi convenable et du délai raisonnable pour te trouver un emploi. Là, ils ont aboli ça. Voilà ce que la ministre a dit. La ministre établit maintenant les sans-emploi en 3 catégories. OK? Première catégorie, c'est les travailleurs de longue date. C'est quoi un travailleur de longue date? C'est un travailleur qui n'a pas reçu plus de 35 semaines de prestations dans les 5 dernières années ensemble. OK? Probablement que vous êtes des travailleurs de longue date, puis c'est tant mieux. Si vous perdez votre emploi, on vous dit ceci. Dans les 18 premières semaines, OK, tout travail qui correspond à 90% du salaire que tu avais, OK, est un emploi convenable. À la 19e semaine, je te baisse ça à 80. Fait que si tu prends... Oui, Paul? Vas-y, mon ami. Je suis en train de penser à quelque chose. Si on prend Abitibi-Beauwater, maintenant... Je suis dans produits forestiers résolus. Produits il réclame forestiers. 2 millions de travailleurs. Ouais. Mais tu sais, Produits forestiers résolus a beau changer de nom, ils n'ont pas changé de méthode. Ils opposent les usines les unes aux autres. Exact. Ils en ferment une pendant un moment, puis ils ferment l'autre après, puis ils alternent dans sa production. C'est ce qu'il fait avec Dolbeau et
grand-mère. Exact. Pas à l'autre bout du monde. Là. Alors là, puis à chaque fois, il dit, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre pour rester ouvert? Là, il refait un bout. Et là, avec ça, ça veut dire que je te mets à pied pendant un bout de temps, tu tombes sur le chômage, puis je te reprends à 70% de ton salaire. Puis ces gens-là qui avaient des salaires corrects, qui pouvaient faire tourner l'économie, se retrouvent avec une spirale vers le bas, au salaire minimum. Est-ce que tout le monde au Canada doit travailler à 10 piastres à l'heure? Ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas embarquer dans une chose comme ça. Il faut absolument mettre un frein à ces réformes-là. Il faut que le gouvernement change d'idée. Il faut être nombreux, il faut être renseigné. Puis les renseignements sont difficiles à obtenir. Pour vous dire là, comment ça peut être, le ministre Gignac, quand il était ministre, avait dit aux gens de chez Groslieu, Trois-Rivières, il n'est pas question, si vous nous amenez un nouveau créneau, ça nous intéresse. Mais il n'est pas question qu'on subventionne une machine ailleurs qui va venir compétitionner une machine avec déjà existante pour la fermer. Il dit ça, là. Vous voyez ce qu'ils font? Avec notre bon gouvernement fédéral qui va avec. Là. Donc, vous voyez, vous me suivez, tu trouves une job à 80% de ton salaire, tu perds ta job, mise à pied temporaire et autres, mais là, ton 55%, vous savez que tu as droit à 55% de ton salaire en termes de chômage. Mais là, ça devient 55% du 80%, là. C'est plus 55% du 100% de salaire que tu avais, là. Est-ce que vous me suivez? André, tu comprends? Absolument. Tout le monde comprend. C'est bon. Un ami. Bon. OK? Pas ça non. OK? Bon. Deuxième catégorie, prestataires fréquents. Ceux qui, au cours des 5 dernières années, ont présenté 3 demandes de chômage. Ça touche l'exemple que Paul vient de donner. Ça touche les travails saisonniers. Ça touche beaucoup d'autres travails. OK? Eux autres, l'emploi raisonnable, ils ont 6 semaines pour se dénicher un emploi d'au moins 80% de leur salaire. À la 7e semaine, le salaire horaire acceptable, c'est 70% du salaire que tu avais avant. Fait que là, on va parler du 55%, du 70%. Puis si tu retombes en chômage l'autre année, ça va aller à 70%, du 70% que tu avais, et ainsi de suite. Au bout de 3 ans, si tu avais 15 piastres de l'heure, au bout de 3 ans, le salaire minimum devient ton salaire acceptable. 70, du 70, du 70. Tu sais, quand tu penses aux gens qui travaillent dans l'industrie touristique, partout au Québec, là, c'est des bourrés, le tourisme. Là. OK? Les gens, ils viennent pas faire de la motoneige au Québec l'été. Alors, oui, il y a beaucoup de travailleurs qui vont travailler pendant une courte période de temps, puis trouver autre chose après. Mais l'autre chose après, si tu es à 70% de ton salaire à chaque fois, ben, à un moment donné, une chance qu'il y ait le salaire minimum, sinon, ça n'aurait aucun bon sens. Tout ça pour dire qu'il faut absolument que tout le monde réfléchisse à ce qui est en train de se passer, parce que l'assurance-emploi, là, le chômage, c'est un moteur de stabilité pour l'économie. C'est quelque chose qui aide à passer au travers des temps durs. Puis on vient de le voir, là, ça existe. Et ça s'en vient. Avec la crise financière, là, en 2009 jusqu'à aujourd'hui. C'est même pas terminé dans tous les pays. L'Europe est encore à plein dedans. Là. Le Québec, on s'en est sorti. Le Canada, on s'en est sorti. Mieux qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes sociaux. Parce qu'il y a des assurances chômage. Parce qu'il y a des mécanismes pour stabiliser l'économie. Et là, on tire dedans. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Certainement pas à nous aider. On va avoir des employeurs vicieux. Il y en a déjà. Là. Il va en avoir encore plus ou plus vicieux qui vont regarder. Là, tu vas venir appliquer. Ça fait tant de temps que sur le chômage, ils vont avoir vérifié le salaire. Alors, ils vont accepter 70%. Alors, on va là. Pour aller dans ce que tu dis, André,
c'est que chaque prestataire va avoir l'obligation d'avoir un carnet de recherche d'emploi. Qu'un travailleur ait l'obligation de se chercher un emploi quand il est en chômage, on est tous d'accord avec ça. On est tous. C'est normal. C'est le où, quand et comment qu'on questionne. Dans la loi actuellement, quand tu fais une demande de chômage, tu ne peux la faire que par Internet. On sait déjà qu'il y a un paquet de travailleurs qui ont des gros problèmes avec ça aussi. Travailleurs et travailleuses, tout le monde, OK? On te demandait de les conserver. Mais comme ce n'était pas techniquement dans la loi, quand un travailleur se faisait reprocher de ne pas les avoir notés ou de ne pas les avoir soumis, il se présentait devant un conseiller arbitral, puis nous le démontrer qu'on avait fait, même s'il ne l'avait pas écrit, on lui donnait raison. Mais là, maintenant, ils l'ont mis dans la loi. Tu vas avoir un beau petit carnet. Et ils visent jusqu'à 3 fois par jour. Ils vont t'envoyer par courrier électronique les emplois disponibles dans ta région. Puis si tu ne postules pas dessus, slack. Ils vont couper ton chômage. C'est pas demain matin qu'ils vont le faire. Ils travaillent sur ça, ça va peut-être prendre 1 an, 1 an et demi, mais ils vont le faire. Ou ils vont t'appeler, puis ils vont dire, donne-nous, envoie-nous ton calepin de recherche, ton carnet de recherche d'emploi. Tu le fais pas, on coupe, si tu ne nous l'envoies pas. Puis là, on a fait des farces, on a dit, mais les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, il n'y en aura plus. Ben, ils prévoient comment pour vérifier que, bon, que j'ai bien postulé à l'emploi qu'ils m'ont envoyé? Ils vont t'envoyer, ils vont... Et chanceuse, toi, aller à l'auto? Ben, non. Piouf! Jamais gagné encore. Piouf, parce qu'il va y avoir un beau tirage. Tu vas tomber sur toi, ils vont nous dire, envoie-nous ton calepin. Ou tu vas voir... Ce que je veux dans ce calepin-là, ils vont faire comment pour vérifier? Ils vont te le demander, de l'envoyer, puis ils vont faire des vérifications. Il y a des enquêteurs actuellement. Puis là, ceux qui n'auront pas d'ordinateur, puis ceux qui n'auront pas de téléphone supposément intelligent, du phone, du pad, tous ces sacrements de bébelles-là, ton téléphone chez vous. Les conservateurs ont été des spécialistes pendant la dernière élection pour faire des appels téléphoniques, appels automatisés, là. Ben, si tu n'as pas de ces gadgets électroniques, là, comme mon collègue ici, comme Paul de l'envoyer 3 dans ses poches, là, OK? Mais ça va être par téléphone. C'est qu'on s'en prend au chômeur. On ne s'en prend pas au chômage, vierge. On s'en prend au chômeur. C'est un changement de philosophie radical. Avant, tu avais droit au chômage basé sur ton historique d'emploi. Là, maintenant, tu vas avoir droit au chômage basé sur ton historique de chômage. Une des 3 catégories. Puis la 3e, c'est prestataire occasionnel. Tu travailles 8-9 mois par année. Bon. Là, ils vont dire que tu vas avoir 6 semaines pour trouver un job à 90%. De la 7e à la 17e semaine, 80% du salaire. Puis à la 18e semaine, n'importe quel travail à 70%. Tu n'auras pas le choix. Vous savez, depuis le début, on parle des chômeurs, puis on parle des travailleurs. Mais il n'y a pas juste eux autres qui vont avoir des problèmes avec ça. Les employeurs vont avoir des problèmes avec ça. La compétence. OK? Ils vont perdre la compétence. Parce que le gars qui est obligé de faire une mise à pied temporaire, là, puis qui a sa business, mais il a le goût de rappeler son monde, sauf qu'ils sont rendus ailleurs, ça va être difficile, là, tout ça. Là. À un moment donné, là, même les... Puis il y en a là, des cas qu'on pourrait citer, mais de là l'importance de vraiment se renseigner sur qu'est-ce que ça implique, ces réformes-là. Ça vaut la peine de se mêler de nos affaires. Puis où Paul souligne un point majeur. On sait que dans la loi actuelle, si tu quittes volontairement un emploi sans motif prévu par la loi, c'est une exclusion totale du chômage. Bon. Tu es un bon travailleur, tu es une bonne travailleuse, tu viens d'être mise à pied, OK? Tu cherches réellement un autre job, tu en trouves une. À 80% de ton salaire. Mais je prends le secteur forestier actuellement, où avant, c'était des emplois réguliers de 11 à 12 mois par année. En Estrie, surtout nos scieries, en Abitibi, les scieries, c'était de l'ouvrage 12 mois par année, puis bien souvent même sur 2 ou 3 quarts de travail. OK? Mais là, ça rouvre 3 mois, ça ferme 2 mois, ça rouvre 3, etc. Tu es
Le bonhomme qui opère là, ce qu'on appelle, disons, la déligneuse, la machine qui détermine, là, avec une bille de bois, là, de quelle façon on la coupe pour avoir la plus grande productivité possible, là, c'est pas un job que tu apprends en 2 jours, ça. OK? Fait que donc, tu travailles sur cette machine-là, tu es mis à pied. Tu trouves un autre job à 80% du salaire. D'un coup, ton boss te rappelle. Puis il dit, écoute, je rouvre là, j'ai besoin de toi, tu viens-tu? Tu avais 18 piastres de l'heure, tu allais trouver une job à 13, puis il te rappelle à 18. Mais la job à 13, c'était supposément une job à l'année longue, ça aussi. Mais ton métier, ben là, c'est d'opérer cette machine-là. Tu la marche, je jump, je retourne. Économiquement, c'est meilleur pour moi, tu le quittes. Tu recommences à travailler, puis la shop, elle a un coup dur. Faut qu'il referme. Whoop! Mais entre le moment où tu as quitté ton 2e emploi pour retourner à ton premier, là, OK? Comment que le chômage va dire? Vas-tu dire, est-ce que tu as quitté volontairement un emploi à l'année longue, même s'il était à 13 piastres de l'heure, pour aller en prendre une autre insécure à 18 ou 19 piastres de l'heure? Nous avons posé des questions et nous n'avons pas de réponse. On fait de l'interprétation. Ben oui. L'interprétation, ça veut dire, va faire se battre encore devant les baptêmes de tribunaux. Combien de temps? Comment ça va régler? Et la ministre dit qu'elle était pour régler ça par réglementation. On n'a toujours pas la réglementation. La ministre refuse de nous rencontrer. Elle refuse de répondre à nos lettres. On ne sait pas du tout où on s'en va. Si vous demandez est-ce qu'on est d'accord avec ceux qui fraudent le chômage, la réponse est non. Si vous demandez si un gars a fraudé et qu'il a une claque sur les doigts, bien, il mérite la claque sur les doigts. On ne se battra pas pour ça, là. Mais il ne mérite peut-être pas de se faire arracher la tête, par exemple. Il mérite peut-être d'avoir une claque sur les doigts, là. OK? Mais ce qu'on vise, c'est le travailleur et la travailleuse régulière. Puis nos entreprises spécialisées qui opèrent 8 à 9 mois par année, on va reprendre continuellement la formation du personnel. Whoop! 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 C'est un bon point que tu amènes, Marc, parce que, vois-tu, ton entreprise spécialisée qui a 50 travailleuses et travailleurs, disons, les crevettes, OK, les pêcheries, bien là, la saison est terminée, la pêche, là, à moins que le gouvernement fédéral mette des quotas à l'année, c'est une autre chose, là, mais pour le moment, tu as une saison des pêches. Puis c'est comme ça dans la loi. Fait que là, toutes tes travailleuses, tes travailleurs s'en vont sur le chômage. Et là, ils sont obligés de se trouver un autre emploi. Puis là, ton employeur, quand il te rappelle, ben là, tu quittes pas volontairement. Là, il y a des problèmes. Tu es obligé de recréer, toujours reformer du monde. Éventuellement, supposons, là, on fait une hypothèse, que ton entreprise, elle devient moins performante, moins compétitive, quitte, ferme, parce que les autres marchés sont plus forts. C'est quoi qu'on fait? On détruit une économie. Alors, c'est plus, là, ce qui arrive présentement, on vous parle de quelques sujets, là, mais c'est vaste. Et cette réforme-là n'a pas de bon sens. Il faut absolument s'en occuper. Pour empêcher le monde de chialer, Harper a annoncé 2 modifications qui vont s'appliquer ultérieurement. OK? Suite à des demandes, maintenant, les familles des victimes des actes criminels vont avoir droit à des prestations spéciales de chômage, aller jusqu'à 35 semaines. Les enfants malades aussi. OK? Celle-là est déjà en application. Là, il a annoncé, il y a 1 mois à peu près, corrige-moi Marie, 1 mois, que si tu as des enfants malades, et la définition n'est pas claire encore d'enfants malades, tu vas pouvoir avoir droit à 35 semaines de prestations. OK? Bon. C'est difficile d'être contre ça. Mais ça va toucher combien de personnes? Pourtant, quand un propre travailleur ou travailleuse est malade, tu as un cancer, sacrément, tu es en phase terminale, on dit que tu as droit à 15 semaines de chômage, point. Point. À un moment donné, 35 aux familles, OK? Mais 15 à l'adulte qui va être malade, dans un cancer ou phase terminale, ou le mal du siècle, les burn-out, les dépressions.
Écoute, c'est normal, tu guéris d'une dépression en 3 semaines, tout le monde le sait. Tu sais? Mais ça, ils refusent de discuter de ça. Imagine, puis ça, c'est déjà passé. Oui. Là. Imagine qu'on s'oppose à la réforme C-38, à la réforme de l'assurance-emploi. Regarde bien venir le gouvernement Harper, il va dire, bon, on est contre les enfants, puis on est contre les victimes. Parce qu'on veut empêcher de bonifier l'assurance pour ces gens-là. Ils vont transformer ça en n'importe quoi. En n'importe quoi. Il faut absolument faut sortir, il faut être nombreux, il faut lancer un message fort, il faut passer par nos députés, sauf Brosser la cage. ceux qui sont d'accord avec ça. Tristement, les Monsieur Paradis de ce monde. Mais les gens ne les connaissent pas. Ne connaissent pas la loi. Elle est complexe, elle est difficile, elle est même incompréhensible. Prenez la loi et tentez de la lire. J'ai bien dit tentez. Si vous réussissez à tout bien comprendre, je m'en ferai un plaisir de vous laisser mon numéro de téléphone. Venez me l'expliquer. Mais voilà où on s'en va. Puis là, le gouvernement fédéral augmente la cotisation. Vous allez payer 5 cents de plus par 100 $ assurables à compter de janvier. Là, il a augmenté le salaire assurable jusqu'à 47 400. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui gagnent 47 400 et plus? Voyons, faites rien dans la vie, vous autres? On sont paresseux. OK? Vous êtes bien paresseux, vierge? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Il augmente le salaire assurable, on est d'accord. Mais les travailleurs, les travailleuses qui retirent le moins de chômage, habituellement, c'est ceux qui sont dans la braquette très élevée. Ben oui. Fait que donc, il vient d'aller chercher une source de revenus supplémentaire. OK? Il s'est donné 3 ans pour se renflouer du 7,6 milliards de pseudo-déficit qui va rester après 2013. Donc, en 2014, il va atteindre un surplus. Puis là, on a dit au gouvernement, veux-tu t'asseoir qu'on réévalue le programme selon les besoins des travailleurs, des travailleuses, puis des entreprises? Non, pas besoin. On le fait tous les jours, ça. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quand même, mais ils le font tous les jours. Mais là, ils nous annoncent que dès que la caisse va être surplus, on ne change pas le programme, on va redonner l'argent, on va baisser le taux de cotisation. Ceux qui ne retirent pas de chômage, tant mieux. Moi, je n'ai jamais retiré. Je me trouve chanceux, puis j'en sais pas, tu nous as retiré, quoi. Ouais, quand je te n'importe quoi. OK? Bon, moi, je n'ai jamais retiré. Je suis chanceux, puis c'est tant mieux. Mais, c'est-tu un programme social ou c'est un programme C'est court direct. qu'on sépare les travailleurs et les travailleuses et qu'on choisit ceux qu'on soutient ou pas? C'est tout ça qui doit être remis en question. C'est notre Là, qualité de vie, notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat. Puis tout l'argent qui ira plus dans le chômage, là, les gens au moins venaient à bout de se tirer d'affaire. Puis c'est pas avec 50-55% que tu fais la grosse vie, là. Les gens venaient à bout de se tirer d'affaire. Avec ça, là, on va diminuer le revenu des gens. On va rétrécir la classe moyenne. Hein? On ne se cachera pas. l'admissibilité. Tu rétrécis tout ça, tu as moins de classe moyenne. Quand tu as moins de classe moyenne, qu'est-ce que ça fait, règle générale? Tu as plus de pauvres, tu as plus de riches. Tu augmentes ton taux de criminalité en bas, là. Tu augmentes ton taux de criminalité, de problématiques. Les gens vont avoir des problématiques, vont avoir des familles, les enfants vont être moins bien nourris. Ça va se répercuter dans la santé des gens, dans tout ce qui va avec. Dans l'éducation, dans les possibilités d'aller plus loin. Au niveau de l'éducation, c'est tout ça. C'est toute notre structure qui est remise en cause. Mais ce qui est important, c'est que les dossiers maintenant dans tout le Québec vont être traités dans 6 endroits dans tout le Québec. Il n'y a plus un dossier qui va être traité à Victo, puis il n'y a plus un dossier qui va être traité à Drummond d'ici 1 an. Les dossiers vont être traités soit à Boucherville, à Laval, Shawinigan, Saguenay, puis Thetford. Mais les gens pensent qu'ils vont avoir accès à ces bureaux-là. C'est des bunkers. Ce n'est pas des centres de services, c'est des centres de traitement. Tu ne pourras pas rentrer en communication avec ces gens-là. Puis on avait dénoncé la situation parce qu'il devait y en avoir un dans l'est du Québec, à Rimouski. Puis comme je vous dis, je plains les travailleurs actuellement, je les plains. On crie après les travailleurs de Service Canada, on chiale après. Mais ce n'est pas eux autres qui font les lois. C'est pas eux autres qui font les règlements. Eux ont l'obligation d'en appeler. Puis ils vont avoir eu plus de 30 de coupures dans le service direct à la population depuis 5 ans. Tu sais, tu as une capacité de traitement de dossier d'une journée. Là.
tu peux en traiter 15, là. T'as beau avoir le brou dans le toupette, là. C'est pas le cas de monsieur ni de moi, qui est bien, là, OK? Mais quand tu as fait ton quota de dossier, là, les autres, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils restent là. Ça va créer ils vont partir du fédéral, puis ils vont transférer ça au provincial de la sécurité sociale. Bien, en autant que tu y as droit. N'oubliez pas que si toi, je ne suis pas un spécialiste de l'aide sociale, mais si tu as des actifs, tu dois liquider pratiquement tous tes actifs avant d'avoir droit à l'aide sociale. Corrige-moi. Non, c'est exactement ça. Fait que le travailleur qui a travaillé, que s'est ramassé une petite maison, une coupe de bébelles, il va falloir qu'il est liquide. Il y a le droit à un maximum de 60. Les requérants ont droit à vraiment rien à l'aide sociale. Il faut vraiment que tu aies 0 sous pour rentrer à l'aide sociale. Ceux qui sont déjà à l'aide sociale ou sur la solidarité sociale, ils ont des montants. Là. Mais il faut d'abord avoir été accepté pour ensuite avoir un minimum de montant par famille ou par personne individuelle. Là. Mais sinon, quand tu arrives pour faire une demande à l'aide sociale, il faut vraiment que ce soit diminué. Ils le disent, eux autres même, les agents nous le disent. Oui, mais c'est une aide de dernier recours. Donc, quand tu es rendu dans... Quand tu n'as plus rien, là, tu peux aller faire. Si tu t'es mis quelques REER de côté en 10 ans, 15 ans, parce que tu n'as pas de formation, tu travaillais, faut que tu liquides. Faut que tu les liquides avant d'avoir droit à l'aide sociale. Faut que tu les liquides. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la majorité des citoyens attendent d'avoir le nez dans le kéké pour réagir. Oui. Ça, les gens, tant qu'ils ne sont pas concernés, on cultive, je dirais depuis une trentaine d'années, on cultive une société individualiste. C'est le message qu'on passe. Les médias sont pratiquement tous à droite. On passe un message de droite. Tant les gens, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est l'autre. Tant que c'est l'autre. Jusqu'à temps que ça leur arrive à eux. Moi, je pense qu'il devient important que la société se prenne en main, que la société se regarde. Parce que tantôt, ça ne sera pas drôle, tout le monde va être frappé. Est-ce que ça va créer l'anarchie, en réalité? Écoutez, des fois, je dirais que l'anarchie pourrait me plaire, mais j'ose même pas dire ça. Parce que, comme j'ai dit, les employeurs et les travailleurs cotisent et le gouvernement fédéral décide. Point. Regardez l'essence. Reculez 4-5 ans en arrière, quand l'essence était encore à 94 cents, 95. Là, le monde, ça hurlait. Si ça monte à 1 $, ça va être la révolution. Le monde, ça chialait. Il est à 1,40 $ actuellement, 1,45 $. On entend-tu encore chialer? Malheureusement, les gens disent on ne peut pas rien faire. C'est pas vrai, on peut faire quelque chose. Bien, je sais que vous avez probablement votre voyage des petites manifestations avec l'expérience que vous avez eue à Victo il y a quelques semaines. OK? Mais on organise une quand même. Avec nous. Le MAS organise et les centrales syndicales, nous appuyons le MAS. Tous les groupes de base qui font partie du MAS vont être là aussi. À Thetford. Et on vise d'être 1500 ou 2000 personnes à Thetford, pas énorme, pour dire à M. Paradis, qui est quand même le lieutenant de M. Harper, ouvre tes yeux, mon ami, c'est le début de la contestation. Et on vous invite, on vous incite, OK? Il va y avoir réellement un vrai service d'ordre. Il n'y arrivera pas de débordement. OK? Non. Non, il n'y aura pas de débordement. C'est là que les centrales, on va mettre en place notre expérience des manifestations. On est habitué d'en faire des grosses des fois, puis très à l'ordre, OK? Mais on vous invite, on vous incite, amenez vos familles, expliquez-leur de ce qui se passe. Tant mieux, s'ils n'ont pas besoin de chômage, tant mieux. Mais avant cette manifestation-là, l'Assemblée générale. Il va y avoir une assemblée publique tenue avec les personnes présentes ici par droit devant érable le 18 octobre au soir à 19h. Ça va se passer à la grande salle de la Corporation de développement communautaire, à la salle 201. Vous avez les coordonnées dans les feuilles qu'on vous a remis à votre entrée tantôt. Donc, on va faire une assemblée générale publique pour renseigner toute la population de la MRC de l'érable et plus loin, si les gens veulent venir, sont les bienvenus aussi. Et ensuite de ça, il va y avoir la manifestation qui va avoir lieu à Thetford Mines le 27 octobre. Il va y avoir des choses là, qui vont s'installer tranquillement d'ici cette date-là pour pouvoir voyager les gens par autobus. On va regarder ce qu'on peut faire, nous autres, ici. Alors, c'est sûr qu'on invite la population à venir à l'Assemblée publique, c'est important, les travailleurs et les employeurs.
Ceux qui sont sans emploi aussi, parce qu'éventuellement, ce sont de futurs travailleurs qui vont possiblement retourner sur le chômage, dépendamment du travail qu'ils vont trouver. Donc, c'est important que les gens se mobilisent, et on va se mobiliser en paix, il faut le dire, parce que c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé au printemps passé, il y a plein de monde maintenant qui a peur, mais n'ayez pas peur, ça va être bien structuré, puis il n'y en aura pas de problème. On s'en va pas casser des vitres, on s'en va juste dire au gouvernement un peu qu'on revendique que les choses changent et autrement que ce qu'ils nous offrent eux autres. Questionnez-vous qu'est-ce qu'on veut comme société. Qu'est-ce qu'on veut comme société. Là, c'est le chômage, là. Mais questionnons-nous qu'est-ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on veut avoir pour notre société, pour nos enfants. Il faut se poser la question. Vous savez, on entend plein de choses. L'Institut économique de Montréal qui vomit sur tout ce qui est programmes sociaux, qui vomit sur tout ce qui est, dans le fond, ce qui est en commun dans notre société. Mais il faut vraiment se questionner. On nous dit, par exemple, que les fonds de pension en prestations déterminées, ah, c'est pas bon, ça coûte trop cher. Puis il y a du monde qui embarque dans ça, de grâce. Si on veut, à un moment donné, avoir des retraites décentes, le modèle québécois qu'on s'est donné, là, moi, je pense que c'était bâti pour les Québécois. Mais ce qu'on a peut-être dormi, là, c'est que pendant une période des milieux des années 80 à aujourd'hui, là, on a déplacé la richesse vers les riches, puis on écrase le monde ordinaire. L'Institut économique de Montréal remet en question les bénéfices du régime québécois d'assurance parentale. Les gouvernements là, gouvernent pour le 1% de riches au détriment du 99% qui est la société québécoise. Puis on embarque dans ça. Questionnons-nous là-dessus. Est-ce que ce qu'on veut, on veut-tu des gouvernements qui gouvernent pour le 1% des riches ou pour un gouvernement qui gouverne pour le peuple, pour la population? Ben, moi, je pense que c'est tout ça qui est remis en cause. Il va falloir avoir s'ouvrir les yeux. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Le mur est proche. Est-ce que vous avez des questions? Il y en aurait. Les journalistes, avez-vous des questions? Excusez si j'ai parlé longtemps, mais je l'ai sur le cœur depuis trop longtemps. On va t'offrir d'autres tribunes. Hein? Oh, absolument, absolument. Donc, on vous invite le 18 à l'Assemblée publique, toute la population, puis on vous invite aussi à communiquer avec Droit devant érable au numéro 819-362-0066 pour les gens qui voudraient participer à la manifestation du 27 octobre prochain. J'inviterai maintenant M. Turgeon, qui est le président de Droit devant érable, à venir nous dire le mot de la fin. Bon, je ne suis pas placé ici pour voir bien tout le monde. Au nom des administrateurs de Droit devant érable, je tiens à vous remercier d'être venus aux conférences de presse aujourd'hui. Et c'est notre mission, nous autres, de Droit devant érable, de dénoncer ce qui atteint aux droits des travailleurs et des travailleuses. Nous remercions les représentants de la FTQ, M. André Fleury et Marc Bellemare de la CSN. Non, FTQ. FTQ. Ah, Pas oui. quelle la CSN. Non, là, là. OK. Oui, Marc Bellemare. Et de la CSN, M. Paul Lavergne. Et de nous appuyer dans cette démarche. Merci aussi à Robert Trudel, de la Corporation de développement communautaire. Et nous remercions les médias d'être présents aujourd'hui, de couvrir cette conférence de presse. Et ceci, en terminant, nous souhaitons une excellente journée. Une excellente manifestation le 27, Ben, une excellente assemblée publique le 18. Voilà.